Le duo de la mouvance présidentielle continue son périple à travers le Bénin à la rencontre des électeurs. Ce mercredi 8 avril 2026, les candidats ont fait étape dans le département du Mono, terre natale de Romuald Wadani. À Koma, ville d'adoption du candidat, une foule enthousiaste est sortie massivement pour l'accueillir. À ses côtés, sa colistière Mariam Tchabi Talata, qui avait précédemment parcouru le Nord, partageait ce moment de rencontre avec les populations. Dès le début de son intervention, le technocrate a su capter l'attention du public en s'exprimant en minant, un geste qui a permis de franchir la barrière linguistique et de mieux communier avec les populations. À Komé, capitale sportive et culturelle du département du Mono, le porte-étendard de la majorité présidentielle a présenté ses ambitions pour le développement de la commune. Lors de cette rencontre, il a mis en avant plusieurs axes prioritaires. Vous savez que Komé est également une ville de maraîchage. Notre enjeu, c'est de faire en sorte que nos frères et nos sœurs qui vivent de cette activité-là puissent gagner davantage. Il est possible de leur donner les meilleurs engrais, les meilleures semences pour que leur production augmente. Je veux que tous ceux qui travaillent la terre, ceux qui font la pêche, l'élevage, puissent être des personnes qui vivent décemment, qui vivent à l'aise de leur activité. Et si on fait ça, si on fait en sorte qu'il y ait un grand marché, que nos femmes aient accès au microcrédit, nos frères, nos sœurs ont une activité qui prospère, vraiment, Komé sera complètement parti. Et ce sera nos priorités. Faire en sorte que le travail de la terre, faire en sorte que l'élevage, faire en sorte que le commerce soient les piliers du développement de Komé pour être nos priorités pour les prochains mois. Une rencontre qui a réuni plusieurs personnalités politico-administratives ainsi que des têtes couronnées venues témoigner le soutien au duo Wadani Talata. Après le discours du candidat, place aux réactions. Le premier mot fort que je retiens de ses propos tout à l'heure, il a redit, et je le sais avec conviction, que Komé est une ville carrefour qui doit être à l'image de toutes les villes carrefour d'un pays. On va retravailler sur l'économie, construire notre marché, nos femmes en ont besoin, et vous avez pu entendre la clameur des femmes. Et en ce lieu où nous avons tenu ce meeting, il nous a donné rendez-vous dans quelques mois. Merci au président Wadani et à Madame Talata d'être passé à Komé. Le candidat, il est mon fils. Quand je dis il est mon fils, il est vraiment mon fils. Il est de Lokossa et il est de Komé. Comme il vous l'a dit, il a construit à Komé, il a construit à Lokossa. Depuis 1957, le pouvoir exécutif n'est jamais venu dans le Mono. Nous avons eu des préfets, nous avons eu des maires, nous avons eu des ministres. Nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, aux mains de nos ancêtres. Et sous la bannière de son excellence, le président Patrice Talon, c'est le moment pour nous de démontrer au monde entier et au Bénin que c'est notre chose. C'est à nous et nous avons le devoir moral de sortir massivement. Komé fera le maximum. Nous disons que nous allons faire 100% à Komé. Vrai ou faux? À Rouyogbe, réputé pour sa poterie en terre cuite, le duo Romuald Wadani Mariam Tchabi Talata a marqué une escale. Sur place, les populations sont sorties pour acclamer le candidat dans une ambiance festive et chaleureuse. Face à cette mobilisation, Romuald Wadani a réaffirmé sa volonté de poursuivre les actions engagées en faveur du développement local. Sa colistière, Mariam Tchabi Talata, a lancé un message à l'endroit des populations de Rouyogbe. Il n'a besoin que de vos prières et vos bénédictions. Mais attention, ceux du septentrion, devant qui il a dû poser des questions, les développer, conclure, avant d'avoir leur adhésion, parce que tous promettent voter massivement pour lui, ceux-là
vous regardent et vous aussi vous devez les regarder. Ils promettent voter massivement. Les communes sont classées par le candidat lui, mais il n'a même pas pu les classer. Il n'a vu que des ex-aequo. Mais de votre côté, comment va-t-il se passer? Allez-vous le surprendre positivement ou? Au regard de la mobilisation observée dans ces différentes communes, Romuald de Ouadani semble bénéficier d'un capital de sympathie important. Pour ses partisans, il incarne l'homme de la situation, capable de conduire le Bénin vers de nouvelles perspectives de développement. Un culte d'action de grâce a été organisé ce mercredi 8 avril 2026 à l'église du christianisme céleste Saint-Jonas, située à Agbangandan dans la commune de Semekpoudi. Cette célébration spirituelle s'inscrit dans le cadre de la prière pour une élection présidentielle apaisée et pour la paix au Bénin à quelques jours du scrutin prévu le 12 avril prochain. Seigneur, visite les populations béninoises, toi qui motives les électeurs, suscite les points forts de participation. Amen. Seigneur, visite les bureaux de vote. Toi, le Dieu de sagesse, relocalise chacun de nous, afin que chacun de nos actes, de nos pas, soit l'enracinement de la paix. Amen. Dieu d'inspiration, nous mettons au creux de ta main le Dieu Wada Italata. Seigneur, inspire-les. Toi, le Dieu de Moïse, de David, de Salomon, relocalise-les. Au cours de ce culte, des prières ont été élevées à l'endroit des deux duos en liste pour l'élection présidentielle dans un esprit de paix, de tolérance et de cohésion sociale. Prenant la parole, le vénérant suprême évangéliste Jacob Ochofa a exhorté les fidèles de l'église du christianisme céleste ainsi que l'ensemble des citoyens béninois en âge de voter à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique. Il a insisté sur l'importance de ce geste pour le renforcement de la démocratie béninoise. Nous allons tous sortir pour aller voter. Les chrétiens célestes, nos cultes commencent habituellement à 10 heures. S'il est possible d'aller tôt le matin, aller voter avant de venir au culte, ça serait une bonne chose. Mais le jour-là, je sais que les cultes vont terminer au plus tard à 13 heures dans les paroisses. Juste à la fin des cultes, nous devons tous aller dans nos bureaux de vote. Dieu merci, cette année, en tout cas moi j'ai vu sur mon portable, l'ANIC m'a envoyé un message pour me rappeler non seulement la date, mais mon bureau de vote. Je sais que vous tous vous avez reçu ce message. Donc un citoyen doit voter. Donc je nous exhorte à sortir massivement pour aller voter le 12 avril. Profitant de cette occasion, il a également exprimé sa gratitude à l'endroit du président Patrice Talon pour ses actions en faveur de l'unification de l'église du christianisme céleste ainsi que pour les nombreuses réformes engagées qui ont contribué au rayonnement du Bénin sur la scène internationale. Dieu l'a porté à cette charge. Il a eu à faire des réformes qui ont été au début très dures, mal compris. Nous nous posons des questions, qu'est-ce qui nous arrive? Mais aujourd'hui, après 10 ans, même les aveugles voient. Les sourds, ils entendent. Tout le monde sait que notre pays a pris un élan tellement formidable que n'importe quel chef d'État qui va venir après lui serait obligé de se mettre dans ses sillages. La tangente que nous avons prise, nous n'allons plus jamais descendre par la grâce de Dieu. Je voudrais prier le Seigneur de continuer de veiller sur son serviteur, le président Patrice Talon, sur son épouse, sur ses enfants, sur sa famille, pour que ce qu'il a donné à notre pays, qui est devenu aujourd'hui un pays très attrayant, un pays dont tout le monde parle aujourd'hui, je voudrais, dans la présence de Dieu, que nous, pour montrer notre reconnaissance à ce que Dieu a fait faire
à son fils Patrice Talon, nous allons tous ovationner. Enfin, il a formulé le vœu que la dynamique actuelle de développement du pays se poursuive au-delà du mandat du président Patrice Talon dans l'intérêt supérieur de la nation. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a effectué ce mercredi 8 avril une visite officielle à Dakar, au Sénégal, dans un contexte particulièrement tendu pour le football africain, marqué par les tensions liées à l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce déplacement intervient en effet quelques jours après la décision du jury d'appel de la CAF de retirer au Sénégal sa victoire en finale, une décision qui a suscité une vague de réactions au sein de l'opinion publique. Cette situation alimente depuis lors, au cours de son séjour dans la capitale sénégalaise, le président de la CAF a été reçu en audience par le président Bassirou Diomaye Faye. Le patron de la CAF s'est également entretenu avec le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall. Au cœur des discussions, la contestation par la partie sénégalaise de la décision rendue par les instances disciplinaires de la CAF, ainsi que les soupçons de corruption qui entourent ce dossier. Les autorités sénégalaises ont, à cette occasion, réaffirmé leur volonté de voir une enquête internationale être diligentée afin de faire toute la lumière sur cette affaire et situer les responsabilités. Une démarche qui traduit la détermination de Dakar à défendre les intérêts de son équipe nationale et à préserver l'image du football sénégalais. Autre point abordé lors de cette visite, la situation des 18 supporters sénégalais actuellement détenus à Rabat, au Maroc, depuis la finale. Face à l'ampleur de la crise, le président de la CAF a annoncé sa volonté d'engager des réformes en profondeur pour améliorer la gouvernance du football africain. L'évolution du dossier reste suspendue à la décision du tribunal arbitral du sport. À ce jour, aucune date n'a encore été fixée pour l'examen de cette affaire. Un travailleur humanitaire belgo-portugais a été libéré mardi après plus de 22 mois de détention en République centrafricaine. Joseph Martin Figueira avait été arrêté fin mai 2024 à Zemio dans l'est du pays où il était en mission pour l'ONG américaine FHI 360. En novembre 2025, il a été condamné à 10 ans de travaux forcés pour complicité de conspiration criminelle et atteinte à la sécurité intérieure de l'État en raison de ses contacts présumés avec des groupes rebelles dans la région du Obomu à la frontière avec la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Le procureur l'accusait d'avoir donné des ordres à une milice pour traquer Joseph Kony, chef de l'armée de résistance du Seigneur, recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Joseph Martin Figueira regagnait Lisbonne mardi à bord d'un avion militaire. Une libération obtenue grâce à des mois de négociations menées conjointement par le Portugal et la Belgique. Au Djibouti, Ismaël Omar Guelleh est en route vers un 6e mandat présidentiel, selon les observateurs, lors des élections prévues vendredi dans ce pays hautement stratégique pour les puissances mondiales. Au pouvoir depuis 1999, le président sortant a battu campagne sur fond d'unité nationale. Pour que le pays aille de l'avant, nous devons être unis. Vous tous, quel que soit votre parti ou votre organisation, l'essentiel est que nous soyons djiboutiens, frères et sœurs, unis, unis. Guelleh, 78 ans, a transformé cette ancienne colonie française aride en une plaque tournante militaire et maritime internationale tant pour les États-Unis que pour la Chine. On a notre pays, Ethiopie, l'autre pays, Somalie, elle a la guerre. Mais notre pays, elle a l'ennemi. Je t'aime notre président, nous dit IOG, IOG, vive IOG, vive IOG, vive IOG, jusqu'à 11e mandat.
instructions, les ports, il y a des Américains, des Français militaires qui sont assassinés à Djibouti. Voilà. Beaucoup d'activités. Et Djibouti est devenu reconnu dans le monde entier. Pour ce scrutin que l'opposition qualifie de mascarade, le président djiboutien sera face à un seul candidat, Mohamed Farah Samatar, considéré comme très peu en vue. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et l'ambassadeur américain Brent Bozell ont affiché leur volonté de relancer la coopération lors d'une cérémonie officielle à Pretoria ce mercredi. Une séquence diplomatique importante alors que les relations entre les deux pays ont atteint leur plus bas niveau depuis la fin de l'apartheid. Nous sommes deux nations qui partageons de grandes valeurs et de grands intérêts communs. Peut-être que trop peu de gens en ont conscience, mais vous, Excellence, avez été le principal artisan de votre Constitution. Vous le comprenez. Mon objectif pendant mon mandat ici est de m'appuyer sur ces intérêts communs, sur le respect de soi, sur nos valeurs communes, pour mener nos deux nations vers des horizons qu'elles n'ont jamais atteints auparavant. Et je crois que cela se réalisera. Un discours d'apaisement après plusieurs semaines de tensions diplomatiques. Le mois dernier, l'ambassadeur avait été convoqué par les autorités sud-africaines après des critiques publiques sur des politiques nationales, notamment les lois de la discrimination positive destinées à corriger les inégalités héritées de l'apartheid. Chaque fois que j'envoie nos ambassadeurs ou hauts commissaires dans divers pays, je tiens toujours à leur rappeler qu'ils ne doivent jamais critiquer publiquement et de manière conflictuelle leur pays d'accueil, mais qu'ils doivent toujours s'efforcer d'aborder les problèmes en privé de manière constructive. Ils doivent toujours chercher à établir des relations avec les différentes parties prenantes dans leur pays d'accueil. Ils doivent toujours choisir de préserver la dignité et le partenariat entre nos pays respectifs. Malgré les tensions, les deux pays affichent une volonté commune, renouer le dialogue et éviter une rupture durable. Les autorités de Madagascar ont décrété l'état d'urgence énergétique face à la crise engendrée dans le pays par la guerre au Moyen-Orient. Le chef de l'État malgache a signé cette semaine le décret relatif à cette décision exceptionnelle et inédite pour une durée de 15 jours renouvelable. C'était à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire. Le colonel Michael Randrianirina justifie la mesure dans un communiqué par une crise profonde liée au dysfonctionnement dans l'approvisionnement en énergie à travers le pays. Le décret autorise désormais les pouvoirs publics à prendre des mesures d'urgence pour sécuriser l'approvisionnement, en réquisitionnant notamment les stocks et en suspendant les cas échéants le mécanisme d'ajustement automatique des prix à la pompe. Un peu plus tôt dans la semaine, d'autres pays africains ont pris des mesures similaires afin de parer à toute perturbation liée à la crise des hydrocarbures dans le contexte de la guerre déclenchée le 28 février par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Près de 5000 Afrikaners blancs sud-africains ont été accueillis aux États-Unis dans le cadre d'un programme lancé par Donald Trump il y a près d'un an. Une initiative controversée fondée sur des accusations de persécution visant cette minorité. Des allégations que le gouvernement sud-africain dément fermement. Selon un document officiel, plus de 4400 Sud-Africains ont été réinstallés dans 48 États américains entre octobre dernier et fin mars. À cela s'ajoutent 340 autres arrivés après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025. Ce programme constitue une exception dans une politique migratoire durcie. L'administration Trump a fortement réduit l'accueil de réfugiés, mais a donné la priorité aux Afrikaners. Washington affirme que cette communauté est victime de discrimination, voire de violences ciblées, depuis la fin de l'apartheid en 1994. Des accusations rejetées par Pretoria qui rappellent que la majorité des victimes de la criminalité sont des Sud-Africains noirs. Les autorités sud-africaines défendent également leur politique de discrimination positive destinée à corriger les inégalités héritées de l'apartheid.